Bonjour à tous, c'est votre prof d'anglais préféré qui vous fait un petit cours de français. Donc, pour les cours de français, étant donné que c'est un petit peu complexe, qu'il faut beaucoup discuter, réfléchir, qu'il y a de la lecture, voilà, j'essaye quelque chose de nouveau, une vidéo, donc au cours de laquelle on va essayer de parler euh, du discours de Robert Badinter et de l'œuvre de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. D'accord? Donc on va essayer de répondre aux questions que vous aviez à préparer pour le lundi 23 mars 2020. Donc ce que je vous demande de faire, c'est déjà d'être indulgent parce que je n'ai aucune compétence en matière de montage vidéo. J'ai jamais fait de vidéo sur YouTube auparavant, donc c'est une première pour moi. Donc voilà, je n'ai pas de micro, pas de caméra, ce n'est que les micros et caméras internes de mon ordinateur portable qui n'est absolument pas fait pour ça. Je n'ai pas de programme, j'ai rien du tout. Donc j'espère que vous allez m'entendre et que ça va fonctionner. Je n'ai aucune idée à l'heure où je vous parle de ce à quoi le rendu final ressemblera. Donc voilà, on se lance dans une toute nouvelle aventure. Donc normalement, voilà, je vous demande aussi de vous munir de votre cahier, de vos préparations aux questions si vous les avez faites, et d'un stylo. Vous allez prendre des notes. Vraiment là, continuité pédagogique à distance, ça va être l'autonomie, l'autonomie, l'autonomie. Vous allez développer votre autonomie. Donc ce que j'attends de vous, c'est que vous regardiez cette vidéo, vous mettez pause quand vous voulez, vous remettez en arrière, mais vous prenez vos notes en autonomie. Je ne vais pas vous envoyer un cours écrit du contenu de cette vidéo, donc vraiment prenez des notes comme vous le sentez, comme vous l'entendez, soyez maître de votre progression pédagogique et scolaire. Voilà. Bien, donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Donc cette vidéo s'appelle, je pense, Hugo et Badinter, une étude parallèle de plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort. Comme vous le savez, c'est le thème sur lequel on a travaillé jusqu'à présent dans le cadre de la séquence sur l'argumentation qui s'inscrit dans l'axe Agir dans le monde. Donc nous avions commencé à étudier ensemble le discours intégral de Robert Badinter, garde des Sceaux sous le septennat de François Mitterrand. Le septennat, c'est-à-dire le mandat qui a duré 7 ans de Mitterrand à la présidence de la République française. Donc ce discours, comme vous le savez, a été prononcé en 1981 par Robert Badinter, qui était alors garde des Sceaux, c'est-à-dire ministre de la Justice, à l'Assemblée nationale pour porter le projet de loi sur l'abolition de la peine de mort en France. Puisque jusqu'à présent, la peine de mort était encore en vigueur. Donc c'est une loi qui a été adoptée et qui a, comme je vous l'avais déjà dit, été inscrite un peu plus tard par le président Jacques Chirac dans la Constitution française. Alors, on a déjà commencé à parler de ce discours ensemble en cours, etc. Vous vous souvenez. Et à mon sens, ce discours est l'épitome, l'archétype de ce qu'est un argumentaire construit, complet et surtout convaincant, puisque, on l'avait vu ensemble, le but de ce discours a été atteint, n'est-ce pas? Alors, pour rappel, je vous renvoie vers vos cours qu'on a fait ensemble sur l'argumentation, c'est-à-dire, vous vous souvenez, les 3 grandes notions, convaincre, persuader, délibérer. Donc très rapidement, je vous rappelle, convaincre, c'est une démarche rationnelle, logique, factuelle, d'accord? Persuader, c'est une démarche qui est plutôt émotionnelle, qui passe par l'affect, par le pathos, par les sentiments. Et enfin, on a délibéré. La délibération est une démarche interrogative. On peut délibérer à plusieurs, un jury, entre amis, etc. Ou on peut délibérer en soi-même, d'accord, tout seul. Seul, donc c'est une démarche qui est un questionnement, où on va questionner tous les points de vue avant de trancher sur une question. Et d'ailleurs, c'est ce que fait Robert Badinter dans son discours en ayant recours en même temps aux 2 autres procédés, c'est-à-dire convaincre et persuader. On reviendra plus tard là-dessus,
sur ce que fait Robert Badinter, mais Robert Badinter, comme on l'a vu, il anticipe les contre-arguments à ses thèses pour les démonter. Hein, ça, on reviendra dessus. Vous aviez d'ailleurs à dégager les différents arguments du discours de Badinter et on n'a pas eu le temps, avant la crise sanitaire, de tout reprendre. Mais un peu plus tard, soit dans une autre vidéo si ce format convient, soit par écrit, je vous ferai parvenir un découpage synthétique des arguments distincts qui composent l'argumentaire de Robert Badinter dans son discours. Bien, maintenant passons à Victor Hugo et son dernier jour d'un condamné que vous aviez à lire. Alors, le dernier jour d'un condamné, qu'est-ce que c'est et pourquoi l'étudier en parallèle du discours de Robert Badinter? Eh bien, déjà, regardons un petit peu les points communs et les différences entre ces deux œuvres. Déjà, nous avons d'un côté Robert Badinter qui est un ministre, mais qui a été juriste, qui a une carrière de juriste, d'avocat au barreau de Paris. Donc son discours s'inscrit, il est du point de vue de la justice en tant qu'organe national, d'accord? C'est un point de vue du point de vue du système judiciaire, d'accord? C'est la justice, qu'est-ce que c'est, quel est son rôle, quelle est sa vocation. Alors que Hugo, lui, dans son dernier jour d'un condamné, il écrit du point de vue interne d'un condamné à mort, à la veille de son exécution. Donc nous sommes en 1829, au moment où ce livre paraît, donc c'est-à-dire 150 ans avant le fameux discours de Robert Badinter. Et donc on a le fil de pensée interne d'un homme qui est coupable, qui est jugé et qui est condamné. Et d'ailleurs, la question dans le dernier jour d'un condamné d'Hugo n'est absolument pas de savoir s'il est innocent ou pas. Ce n'est pas du tout là que se trouve le cœur de la réflexion d'Hugo. D'ailleurs, le condamné ne nie pas sa culpabilité, au contraire, il l'admet. Au chapitre 9, il dit « J'admets que je sois justement puni ». Mais les innocentes, qu'ont-elles fait? Quand il parle des innocentes, il parle de son épouse, de sa mère et de sa fille. Et il l'admet aussi au chapitre 11, lorsqu'il prend conscience de sa place parmi, on va dire, la chaîne des détenus, ou la file d'attente des détenus qui ont peuplé cette cellule avant lui, il se dit « Moi, misérable qui ai commis un véritable crime, qui ai versé le sang ». Et d'ailleurs, la question que l'on viendra à se poser au fil de la lecture de Victor Hugo, c'est est-ce que le coupable n'est-il pas une victime? Et c'est un propos que l'on retrouve aussi chez Badinter, qui d'ailleurs mentionne à plusieurs reprises Victor Hugo dans son discours. On y reviendra. Donc, pour conclure sur le parallèle entre ces deux textes littéraires. Ces deux textes littéraires ont la même portée, la même fin, mais leur nature et leurs procédés sont différents, radicalement différents. C'est-à-dire qu'on nous livre deux points de vue, des positions de départ qui sont opposées, mais qui ont une orientation commune. On a d'un côté un discours politique qui s'inscrit dans une réalité politique et historique faite par un homme de loi. Et d'un autre côté, on a un plaidoyer qui est un exercice littéraire, on pourrait appeler ça comme ça, qui est fictif. Enfin, ce n'est pas une autobiographie, hein, je vous mets en garde là-dessus. Victor Hugo n'a jamais été condamné à mort, il a peut-être été frappé d'ostracisme, exilé, etc. au cours de sa vie, mais il n'a jamais été condamné à mort. Enfin, voilà, ce n'est pas le condamné qui est anonyme, n'est pas une personne réelle, d'accord? Mais ça a une vocation universaliste, on va dire. Donc, revenons à nos moutons. Vous aviez pour lundi 23 mars 2020 à lire les chapitres 1 et 2 du dernier jour d'un condamné et répondre aux questions suivantes. Alors, décrivez la situation d'énonciation, qui parle à qui, où, quand, de quoi, dans quel but. Donc nous avons déjà un petit peu répondu à cette question, on va y revenir. Vous aviez aussi à répondre à la question pourquoi le condamné est-il surpris à l'annonce
de son jugement, de sa sentence. Pourquoi le condamné empêche-t-il à son avocat d'intervenir au chapitre 2, dans l'extrait que je vous ai indiqué dans le sujet. Et enfin, quatrième question, quels sont les sentiments suscités chez le lecteur? Bien. Alors, nous allons répondre à la première question. Donc, nous l'avons déjà vu brièvement. Qui parle? Eh bien, c'est un condamné qui est anonyme. On sait qu'il est coupable. On ne sait pas en revanche ce qu'il a fait, quel est le crime qu'il a commis. On sait vaguement qu'il a versé du sang, sans plus. Et cette imprécision est volontaire de la part de Victor Hugo, l'auteur du livre. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Donc, c'est un condamné anonyme. Quand? Eh bien, dans les années 1820, fin des années 1820, peut-être début des années 1830, à la veille de son exécution, c'est ça qui est important, c'est le dernier jour, comme le dit le titre du livre, le dernier jour d'un condamné, donc la veille de son exécution, de sa mise à mort au moyen de la guillotine. Ou, eh bien, depuis sa cellule du Bicêtre. Donc le Bicêtre, c'est peut-être un lieu qui vous est familier, vous connaissez sans doute, Kremlin-Bicêtre, le fort du Bicêtre, donc dans l'actuel département 94. Vous êtes déjà d'ailleurs peut-être passé par là, c'est pas très loin de chez nous. Donc voilà, sachez que vous circulez dans des lieux historiques. Alors, de quoi parle-t-il ce condamné? J'ai envie de vous dire, moi, c'est extrêmement clair dès l'incipit du livre. L'incipit, c'est quoi? C'est le début d'un texte. Hein. C'est les tout premiers mots du texte quand il dit « condamné à mort ». D'accord? C'est sa condamnation. Donc, dans le premier chapitre, il répète à 3 reprises cette exclamation « condamné à mort ». Et j'attire... je pense que c'est là où là où c'est... verbalisé le plus clairement, c'est quand il dit au 3e paragraphe « Maintenant je suis captif. Mon corps est au fer dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. Condamné à mort. » Donc, c'est bien le sujet. De quoi parle-t-il? Eh bien, de cette implacable idée. Implacable, hein, je vous le précise, ça veut dire que c'est une idée à laquelle il ne peut pas échapper, d'accord? Donc cette idée, comme il nous le dit, est sa prison mentale, et c'est cette idée qui va être le fil conducteur de toute sa réflexion, de toute l'écriture de ce texte. C'est une présence à la fois abstraite et concrète qui le harcèle, qui le torture. Vous avez un petit peu plus loin dans le texte une énumération d'actions qu'opère sur lui cette idée obsédante, harcelante, qui est presque incarnée en plomb, comme il le dit. Hein, il dit et me secouant de ses 2 mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot, m'obsède éveillé, épie mon sommeil convulsif, et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Je viens de me réveiller en sursaut, poursuivi par elle, me disant... Donc, vous avez une énumération de verbes, se glisse, se mêle, se colle à moi, m'obsède, épie, reparaît. C'est vraiment quelque chose qui le harcèle, d'accord? Donc, à qui parle-t-il et dans quel but? Ça, on a une réponse assez précise au chapitre 6, d'accord? Donc au chapitre 6, il rappelle il va décrire un petit peu la naissance de cette démarche qu'il a de vouloir écrire avant sa mort, d'accord? Donc il rappelle qu'il est seul à seul avec une idée, entre guillemets, hein, c'est une citation au début du chapitre 6. Il dit « N'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie ?» Donc là, je vous renvoie à votre cours qu'on a fait en début d'année sur l'autobiographie, où on avait vu les différentes raisons qui peuvent pousser un auteur
à entreprendre l'écriture d'une œuvre autobiographique. Donc on a par exemple observé, là ici, hein, dans le cas du condamné à mort, pourquoi, dans quel but, observer et contempler sa souffrance, sa lutte interne, se distraire de son agonie, et enfin, il le dit aussi assez clairement, témoigner peut-être pour faire un jour, qui sait, abolir ce supplice qu'est la guillotine, la peine de mort. Donc il y a une perspective de postérité que Hugo prête à son condamné anonyme. On va l'appeler le personnage principal, on va l'appeler le condamné, hein, parce qu'il n'a pas de nom. Donc c'est bel et bien un besoin. Pourquoi écrit-il? Dans quel but? Parce qu'il en a besoin, c'est pour assouvir un besoin, pour meubler son agonie, pour meubler sa solitude et sa tourmente. Et d'ailleurs, si on y réfléchit bien, c'est un besoin qui se retrouve chez pratiquement tous les détenus qui sont passés dans ce cachot avant lui et après lui. Ça se manifeste surtout par les graffitis qu'il trouve sur les murs, les noms des précédents détenus qu'il découvre gravés sur les murs de sa geôle au chapitre 11 et 12, n'est-ce pas? C'est un réflexe humain quand on se trouve enfermé dans un lieu de vouloir graver son nom sur le mobilier et l'immobilier. Bon, voilà, ça c'était pour la première question, la situation de dénonciation. Alors, deuxième question. Pourquoi est-il surpris, le condamné, lorsqu'on lui annonce son verdict? C'est assez intéressant. La façon dont est décrite la scène où le verdict tombe donne l'impression que le condamné se trouvait dans un rêve agréable, estival, et qu'il se réveille tout à coup en plein cauchemar. Hugo opère à cet endroit-là, dans ce chapitre, tout au long de ce chapitre, on va dire la montée en puissance du moment où tombe la sentence. C'est un jeu de perception au pluriel, hein, de perception différente de la réalité, qui est assez intéressant. Donc, il commence par décrire une belle journée, une journée chaude, une journée agréable. Il est bercé par une sensation un peu léthargique, mais quand même qui fait penser au bien-être, qui est assez inexplicable. Il a été tiré donc de sa léthargie pour être mené à la salle du tribunal. Et donc il se trouve dans une espèce d'atmosphère berçante, tranquille, même gaie, hein, on a ce mot de gaieté, qui est dans un... Et donc toute cette atmosphère dont on peut relever le champ lexical tout au long des pages 10 à 13, est complètement incompatible avec l'idée d'une condamnation à mort et encore moins de la guillotine, d'accord? On est vraiment aux antipodes de l'imaginaire de la mort. On n'imagine pas un seul instant qu'une telle sentence, la sentence de condamné à mort, comme il le dit avec son exclamation qui revient périodiquement dans le livre, qu'une telle sentence, condamnation à mort, puisse tomber, puisse être prononcée sous des rayons de soleil entre des gazouillis d'oiseaux. C'est inimaginable et pourtant, ça arrive, c'est la réalité. Donc voilà, on s'imagine que la mort, non, elle se prononce à huis clos, la nuit, dans un silence de mort, avec des visages sombres, fermés, que tout est noir. On n'imagine pas que le ciel puisse être bleu, que le soleil puisse rayonner, que les oiseaux puissent chanter quand quelqu'un se fait condamner à mort. Et pourtant, c'est bel et bien la réalité. La réalité qu'il décrit, là, toute cette chaleur, tous ces rayons de soleil, elle est réelle. Ce n'est pas un rêve, c'est réel. Et pourtant, il est ramené à la réalité pour être plongé dans un cauchemar. Il se plonge dans un cauchemar, c'est-à-dire dans une anticipation qui, elle, n'est pas encore réelle. C'est une réalité qui n'est pas encore arrivée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin bon, on reviendra là-dessus. Je pense que je vais m'arrêter là parce que ça fait quand même 20 minutes de vidéo, donc on reviendra là-dessus si ce format vous convient. Voilà, bon courage à tous. Donc avant de vous laisser sur cette idée un petit peu complexe sur laquelle je vais vous laisser méditer, on y reviendra un petit peu plus tard pour préciser un petit peu plus cette réponse à la deuxième question de la surprise du narrateur. En tout cas, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il est surpris parce qu'il y a un contraste, un grand décalage entre son environnement, l'environnement qui l'entoure,
qui lui donne l'impression que la vie est belle, que l'été est là, que le monde continue de tourner gaiement, tranquillement, et que pour lui tout va s'arrêter. Pour lui, la condamnation à mort va tomber. Donc il passe d'une réalité à une autre réalité subitement. Il n'arrive pas à réaliser ce qui lui arrive. Ça lui paraît trop irréel et trop en décalage par rapport à l'état physique et mental de semi-conscience dans lequel il se trouvait. Et je vous laisse avec une citation d'une autre œuvre d'Hugo, Les Misérables. Donc, Les Misérables, c'est une des œuvres les plus célèbres, les plus importantes de Victor Hugo, dont je vous recommande très chaudement la lecture, surtout en cette période de confinement. Vous avez largement le temps pour cela. Donc, pour vous situer un petit peu, ça parle d'un évêque. Ce sont des chapitres qui décrivent un évêque et qui parlent de sa spiritualité, de sa bonté et des bonnes choses qu'il faisait autour de lui. Et donc à ce moment-là, il est allé rendre le dernier sacrement à un condamné à mort avant qu'il ne soit exécuté. Et donc là, on a une réflexion de l'évêque au sujet de la guillotine. Alors, je vous lis le passage. Quant à l'évêque, avoir vu la guillotine fut pour lui un choc, et il fut longtemps à s'en remettre. L'échafaud, en effet, quand il est là, dressé et debout, a quelque chose qui hallucine. On peut avoir une certaine indifférence sur la peine de mort, ne point se prononcer, dire oui et non, tant qu'on n'a pas vu de ses yeux une guillotine. Mais si l'on en rencontre une, la secousse est violente, il faut se décider et prendre parti pour ou contre. Les uns admirent comme le maître, les autres exècrent comme Beccaria. La guillotine est la concrétion de la loi. Elle se nomme vindicte. Elle n'est pas neutre et ne vous permet pas de rester neutre. Qui l'aperçoit frissonne du plus mystérieux des frissons. Toutes les questions sociales dressent autour de ce couperet leur point d'interrogation. L'échafaud est vision. L'échafaud n'est pas une charpente. L'échafaud n'est pas une machine. L'échafaud n'est pas une mécanique inerte, faite de bois, de fer et de cordes. Il semble que ce soit une sorte d'être qui a je ne sais quelle sombre initiative. On dirait que cette charpente voit, que cette machine entend, que cette mécanique comprend, que ce bois, ce fer et ces cordes veulent. Dans la rêverie affreuse où sa présence jette l'âme, l'échafaud apparaît terrible et se mêlant de ce qui le fait. L'échafaud est le complice du bourreau. Il dévore, il mange la chair, il boit du sang. L'échafaud est une sorte de monstre fabriqué par le juge et par le charpentier, un spectre qui semble vivre d'une espèce de vie épouvantable, faite de toute la mort qu'il a donnée. Je m'arrête là, sinon je vais vous lire toute l'œuvre. Bon, je pourrais, hein, c'est le domaine public, donc techniquement j'ai le droit, mais ça serait un petit peu long quand même. Mais je vous recommande vraiment, pendant toute cette période de confinement, tous les jours, lisez, écrivez, lisez, écrivez, lisez, écrivez. C'est ça votre boulot. Allez, bon courage à tous et à la prochaine, soit par écrit, soit par vidéo si ce format fonctionne bien. Bon courage à vous tous et prenez soin de vous. Restez bien en sécurité chez vous.